Il y a plus de 5000 ans, est née dans le berceau de la civilisation qui est la fertile vallée de la Mésopotamie, une cité-État qui va connaître un essor sans précédent et qui marquera à jamais l'histoire de l'humanité. On parle ici d'Uruk, une cité qui a connu des innovations majeures, notamment l'écriture cuniforme, la poétique, l'architecture, l'agriculture. Toutes ces innovations à l'époque, aujourd'hui devenues quotidiennes, lui ont permis de devenir un pôle culturel majeur, mais aussi religieux et politique. On peut y trouver des temples monumentaux dédiés aux déités d'ailleurs. Et c'est aussi là qu'est née l'une des histoires les plus anciennes au monde, l'épopée de Gilgamesh, qui conte l'histoire d'un roi mythique et qui relate les préoccupations et les valeurs des hommes de l'époque. Alors Uruk est situé actuellement, en tout cas ses ruines, en Irak, plus précisément entre le Tigre et l'Euphrate dans le sud de l'Irak. Elle apparaît durant la période d'Obeid qui se passe à peu près de moins 6000 avant Jésus-Christ, du coup 6000 avant Jésus-Christ, jusqu'à 3700 avant Jésus-Christ. Son apparition marque du coup le début de la période du Uruk qui, elle, dure de moins 4000 à moins 3100. C'est aussi ici qu'on va du coup voir les apparitions d'innovations majeures telles que l'agriculture, l'architecture, l'écriture. Ça c'est important, l'écriture, on l'utilise tous les jours, donc forcément. On rajoutera notamment que, en plus d'être un petit cercle vicieux, ça a permis une urbanisation rapide et une croissance démographique relativement importante puisque, mine de rien, c'est quand même une cité-État. Est-ce que j'avais expliqué ce que c'était une cité-État? Je crois, dans le doute je vais le refaire. C'est une cité, jusque-là tout va bien, de plutôt grande envergure et qui a l'indépendance d'un État comme on les connaît aujourd'hui. Il y en avait pas mal et il y en a une que vous connaissez très probablement puisqu'elle s'appelle Babylone. Cette cité-État a été gouvernée par plusieurs rois, mais celui dont on va parler aujourd'hui est probablement l'un des plus connus d'ailleurs, si ce n'est le plus connu, c'est Gilgamesh. Gilgamesh c'est pas n'importe qui, c'est un roi légendaire mythique qui a même été surnommé le roi héros, pour pas déconner, qui a régné durant à peu près les années moins 2600. Et c'est le héros de l'épopée de Gilgamesh, l'une des plus anciennes histoires au monde. Et selon la légende, Gilgamesh était un roi puissant, courageux et bâtisseur, qui était considéré comme un civilisateur pour son peuple, qui a apporté la connaissance et la culture. Mais Gilgamesh, c'est pas juste un homme, parce qu'il est un tiers homme pour deux tiers... Putain, c'est pas facile à dire ça. Un tiers homme pour deux tiers dieu. Ouais, ça déconne pas. Cette épopée, du coup, elle suit le roi, Gilgamesh, et elle révèle un roi au début tyrannique, qui fit battre les tambours à en faire vibrer son peuple de peur, jusqu'au moment où il devient le roi sage qui apporte du coup culture et sagesse à son peuple. C'est lors de ce voyage qu'il rencontrera son rival et meilleur ami, Enkidu, un homme bête qui a été créé uniquement dans le but de punir l'homme à la base, enfin le mi-homme-mi-dieu, un tiers homme et deux tiers dieu. Mais à force de se taper dessus comme des Mongols, ils se sont dit ah bah en fait t'es fort, ah ouais toi aussi, bon bah on est potes, allez. Et du coup ils se sont pas lâchés d'une semelle. Le problème c'est que les dieux ils étaient pas contents avec ça parce que Enkidu il a fini par gifler la déesse c'est Ishtar et du coup elle a pas pu laisser passer ça, elle lui a infligé une mort lente et douloureuse. Ce qui a poussé le roi Gilgamesh à aller s'aventurer ici et là en quête de l'immortalité. Rien que ça. Donc il y va, machin. Voilà, c'est un résumé très court. Je prévois de compter toute l'histoire d'une manière ou d'une autre. Je sais pas encore si ce sera une vidéo ou des reels, mais ce sera fait. Mais voilà. Donc il va chercher, il va en quête de l'immortalité. Problème, il la trouve pas. Par contre, il y a un gars qui lui dit ouais, moi j'ai survécu à un truc chaud. Du coup, voilà comment faut faire. Et globalement, il lui a raconté le déluge en fait. Et du coup, Gilgamesh il est revenu sans immortalité, mais avec beaucoup de connaissances et de sagesse qui lui ont été contées par cet homme. C'est ainsi qu'il devint un roi meilleur en fait. Cette histoire, on l'aurait jamais connue s'il n'y avait pas eu l'écriture de l'invention cuniforme. Merci. Du coup, forcément, c'était une révolution culturelle plutôt majeure à l'époque. D'ailleurs, pas que à l'époque, la création de l'écriture, nous on se dit merci. Du coup, comme tout concept d'écriture, ça a permis de conserver les traditions et tout le tralala de l'époque. Mais ils ont aussi développé ce qu'on appelle aujourd'hui l'administration. Ça a permis de développer le commerce aussi, la littérature. Ça a permis de garder des traces d'un peu tout et n'importe quoi en fait, du moment qu'il y avait besoin d'écrire. Bon, ils ont gravé ça sur des tablettes en pierre parce qu'ils n'avaient pas forcément de papier à l'époque. Mais forcément, les fouilles archéologiques et tout ça ont permis d'en trouver certaines qui ont permis en fait de déterrer un peu tout ça. Et du coup, c'est de cette façon, en déterrant Uruk, qu'on a pu découvrir toutes les traditions culturelles, toutes les traditions. Et du coup, c'est en déterrant tout ça à Uruk qu'on a pu apprendre à connaître toutes les traditions antiques. Religieusement, elle a eu un Religieusement, elle a eu un rôle important. La ville, pour être gouvernée, il y avait besoin de l'aide de la déesse Inanna ou Ishtar. Et un autre temple y était construit aussi, celui d'An, au Anu. Et globalement, c'est un peu ce qui permettait à un roi de régner sur le pays. Enfin sur le pays, du coup sur la ville, parce que c'est pas un pays, même s'il a l'autorité, l'équivalence d'un pays, c'est pas un pays. Inanna, Ishtar, c'est la déesse de l'amour et de la guerre. Donc forcément pour
régner sur un pays, c'est plutôt sympa d'avoir ce concept-là. Quant à nous, il est le dieu du ciel, de la pluie et de la végétation. Et accessoirement, il est aussi considéré comme le père des dieux. Un peu à la Odin finalement, pour assimiler à un truc un peu plus mainstream. C'est aussi là où on commence à voir l'apparition de pas mal d'art, notamment des mobiliers en céramique, soit des vases ou des conneries comme ça, mais aussi des statuaires. Et dans l'ensemble, tout ça, c'était pas fait n'importe comment, parce que avec tout ce bordel, ils ont quand même développé la bureaucratie, ce qui a quand même globalement permis de garder les choses en place. Ouh là là. Maintenant qu'on a fait un peu le tour du Uruk et compagnie, on va revenir un petit peu à l'épopée de Gilgamesh, parce que mine de rien, c'est pas juste un petit conte pour faire plaisir aux enfants. C'est quand même un texte qui aborde des sujets importants, que ce soit la mort, l'amitié, l'amour, la quête de sens. Cette histoire, l'épopée de Gilgamesh, elle témoigne de la richesse culturelle déjà à l'époque et de la capacité de ce peuple à se poser et à réfléchir déjà aux questions existentielles. Et comme elle a continué à vivre à travers le temps, on a forcément pu la voir apparaître dans différentes adaptations. Moi, celle qui m'a le plus marqué personnellement, c'est Fate. Dans Fate Grand Order, on le voit apparaître comme le roi sage, où principalement il est bon avec son peuple, où il défend la cité. Dans Stay Night et dans Zero, on le voit plus apparaître comme le roi tyrannique, le mec un peu sadique, qui aime faire du mal aux gens. C'est un peu comme ça qu'on le voit. Enfin, c'est même totalement comme ça qu'on le voit en fait. Mais voilà. Ça nous renseigne quand même pas mal sur différents points de la société, que ce soit leurs croyances, leurs valeurs ou leurs pratiques. Voilà, ça arrive sur une partie compliquée, donc je vous avoue, je vais lire un petit peu quand même. Elle met principalement en avant l'utilisation d'un royaume comme institution fondamentale, avec un roi-chef dans la politique, dans la militaire et le religieux. On peut aussi voir que la société à ce moment-là est hiérarchisée avec différents titres de noblesse. Le roi, il y a les artisans, les commerçants, les paysans, les agriculteurs. Donc on peut déjà dire qu'à cette époque-là, il y avait le début des répartitions sociales. L'histoire nous permet aussi d'en apprendre plus sur les pratiques religieuses ainsi que les points de vue philosophiques. Nos personnages principaux, vraiment c'est eux qui représentent les valeurs de l'époque. Aujourd'hui, on est en 2025. Forcément, il y a un peu de temps qui est passé. Il y a quoi? Il y a 8000 ans à peu près. Mais il y a eu des fouilles, on a trouvé des trucs. Je vais monter un petit peu parce que sinon vous allez avoir le reflet du soleil encore. Par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, on a retrouvé un vase. Ça peut ne paraître n'être pas grand chose, mais mine de rien, un vase qui a vécu 8000 ans, c'est quand même sympa. On a retrouvé des tablettes, d'écriture cunéiforme, et surtout un truc qui était important, des seaux cylindres. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Un seau cylindre, en fait, c'est globalement un seau, comme à l'époque royale, tout ça. C'est ce qui permettait en fait de distinguer un individu. Globalement, chaque personne avait son sceau, avec son propre motif. Globalement, c'était utilisé pour signer des documents et ces conneries-là, quoi. En 2003, il y a une équipe archéologue allemande qui aurait retrouvé, ou trouvé plutôt, le tombeau du roi Gilgamesh. Il a été retrouvé sous l'Euphrate, ce qui correspond par rapport au texte en fait à l'emplacement de l'enterrement du roi. Donc même si globalement, on n'a rien qui prouve que c'est son emplacement, que c'est sa tombe, bah ça pourrait prouver que Gilgamesh a effectivement été un roi historique. Puisque jusqu'à maintenant, on pensait plutôt que c'était un roi qui n'avait jamais existé, vu les contes et tout ça. Mais là, en trouvant son tombeau, bon malheureusement il n'y a rien dedans, mais ça pourrait vérifier que c'est bel et bien un roi historique. Un autre élément important qui peut potentiellement prouver l'existence historique de Gilgamesh, c'est la LRS, la liste royale sumérienne. C'est une liste qui relate les noms de tous les rois historiques de l'époque, et étonnamment, Gilgamesh apparaît dedans. Enfin, son nom apparaît aussi dans des inscriptions de l'époque qui mentionnent un roi du nom de Gilgamesh et qui aurait bâti les murailles d'Uruk. Une preuve supplémentaire pour son existence historique. Encore une fois, on est sûr de rien, forcément, c'est pas évident de prouver qu'une personne existait il y a 8000 ans, mais voilà, c'est un ensemble de preuves qui laissent penser que c'est potentiellement vrai. En définitive, Uruk, c'est plus qu'une simple légende, des histoires. C'est le reflet d'une société en pleine urbanisation et qui est à la recherche de pouvoir, d'agrandissement, et qui cherche aussi le sens de la vie. Uruk, la cité puissante et novatrice, et son roi Gilgamesh, un roi mythique, puissant et novateur, sont les symboles d'une civilisation qui marquera à jamais l'histoire de l'humanité, qui nous auront légué un héritage culturel, intellectuel, d'une richesse absolument massive. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur nom qu'on a pu y trouver que le berceau de l'humanité. Maintenant j'ai fini l'enregistrement, c'est plutôt pas déconnant. Putain, j'ai une demi-heure de rush. Ça se trouve, ça a chier en plus. Hein. Bon, j'espère que vous aurez kiffé passer ce petit moment avec moi sur ma première vidéo du genre, on va dire. On va essayer de rester sur le même délire. La forme changera plus ou moins en fonction des retours que vous ferez. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.